Bonjour, c'est le numéro 3 du projet Pinger. Et en fait, aujourd'hui, je vais faire ce que j'avais promis, c'est-à-dire le troisième épisode du préambule, puisque je me suis placé pour contrainte non seulement de publier à chaque fois un billet de blog sur Touraine Sereine accompagnant chacune de ces vidéos, mais aussi de ne pas déborder les considérations préliminaires au-delà de ne pas faire déborder ces considérations préliminaires au-delà de 3 vidéos. Ça veut donc dire qu'à la 4e vidéo, je m'impose de parler de Entre Fantoine et Agappa, le premier des livres traduits de Robert Pinger. En fait, il se trouve que, voilà, Entre Fantoine et Agappa, j'ai commencé à le relire hier, et voilà, donc je vais bientôt pouvoir de toute façon faire la vidéo dans laquelle je parlerai d'Entre Fantoine et Agappa. Aujourd'hui, plusieurs choses. La première, c'est de remercier en fait les lecteurs, les téléspectateurs, je ne sais pas comment il faut le dire, les internautes qui ont déjà commencé à interagir ou à réagir sur YouTube. Ça me fait énormément plaisir. La vidéo numéro 2 a été vue une dizaine de fois seulement, mais par un public de qualité, puisque j'ai eu 3 commentaires, et notamment il y a au moins un internaute qui a fait remarquer ironiquement sur la première vidéo: oh là là, cette histoire va me coûter cher, parce que en fait, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube, il y a plusieurs personnes qui ont dit: ah ben j'ai jamais lu Pinger, et tiens je vais m'y mettre, ou par quoi il faut commencer, etc. Donc ça a lancé au moins, ça a permis de relancer. C'était pas la première fois que je parlais de Pinger, ni sur mon blog, ni sur les réseaux sociaux, mais ça a permis un petit peu de mettre ça en place. Et alors du coup, prenant un petit peu acte de cette remarque qui était, c'était pas exactement je vais me ruiner, je vais la retrouver, c'est un usager YouTube qui s'appelle, dont le pseudonyme est Phonographie au pluriel. Je vais le trouver. Je vais citer précisément ce qu'il a dit, le temps que ça s'allume. Donc c'était en fait la remarque justement sur le côté financier, c'est-à-dire oh là là, on va se ruiner à acheter du Pinger, bon, ce qui était bien sûr ironique. Ouh là là, ça va me coûter cher cette aventure, voilà. Eh bien, en prenant acte de ça, je suis revenu un petit peu, j'ai repensé à un certain nombre de choses, quelque chose que je n'avais pas dit lors de la première vidéo, quand j'avais montré la pile de tous les Pinger que j'étais allé rechercher sur mes armoires, que j'avais dérangé de ma bibliothèque. Je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de Pinger que je ne retrouvais pas. Il y a notamment du nerf, je ne sais pas où il est passé, du nerf, on aura l'occasion d'en reparler. La fissure, qui est un des textes posthumes, je sais qu'il est dans les Landes en fait. Donc voilà, donc il y a 2-3 livres comme ça, dont je ne sais pas trop où ils sont passés. Il y en a au moins un Passacaille que du coup j'ai racheté déjà. Mais je me suis rendu compte aussi, et ça je ne sais pas non plus comment ça se fait, que j'avais 2 exemplaires du Libéra. Et alors le premier exemplaire du Libéra, je l'avais acheté d'occasion, je sais plus trop où, il y a écrit 50 à l'intérieur, donc 50 francs, donc c'est pas trop d'occasion. Ben non, j'ai pas dû l'acheter d'occasion, c'est le prix neuf ça. C'était le prix neuf, 50 francs en fait. Et puis il y a un autre exemplaire du Libéra, voilà, qui est plus récent, je pense qu'il doit correspondre à une réédition, ouais, de 1984. Voilà, et je sais pas pourquoi, j'ai 2 exemplaires du Libéra. Alors prenant acte de ça, eh bien, j'en mets un, je vais suivre le principe lancé par François Bon dans ses revues de presse, à savoir que j'en mets en circulation. On va attendre qu'il y ait, allez, moi je vais pas être trop ambitieux, je vais pas dire 50 commentaires comme François Bon, on va dire, allez, 15 commentaires. Quand il y aura 15 commentaires, je fais un tirage au sort, et avec ce tirage au sort, j'envoie gratuitement un des 2 exemplaires, le plus récent je pense, parce que l'autre, voilà, me tient plus à cœur, peu importe. Aucun des 2 n'est griffonné, donc c'est pas, voilà, c'est pas des exemplaires illisibles. Je mets en circulation un exemplaire du Libéra. Ça c'était la première chose, donc un petit jeu pour agrémenter cette vidéo numéro 3. Donc vous commentez, tant qu'à faire vous essayez de commenter, je ne dis pas intelligemment, moi-même j'ai pas trop l'impression de dire beaucoup de choses intelligentes, mais voilà, on essaie de lancer le dialogue, le débat, etc. autour de Pinger, autour de ce que moi je dis dans la vidéo, puis autour de, dès la prochaine vidéo, vraiment des textes, parce qu'à partir de la prochaine vidéo, je vais arrêter de parler tout seul, je vais m'appuyer sur les romans, sur les textes, sur les pièces de théâtre, etc. Et donc, il y aura peut-être des choses un peu plus intelligentes à dire, parce que moi-même, je me serai appuyé sur quelque chose de plus intelligent que moi, en l'occurrence l'œuvre de Pinger. Le deuxième point de la vidéo d'aujourd'hui, c'était
c'était le fait que j'ai pas pu résister au plaisir de passer à ma bibliothèque universitaire et d'emprunter un certain nombre de textes critiques auxquels je ne vais pas toucher pour l'instant, ou que auquel je vais juste jeter un œil. Le livre de Pierre Tamignot dans la collection des Contemporains au Seuil, je les présente juste, hein, je ne les ai même pas ouverts. Un livre de Robert Enkels, Robert Pinget, The Novel as Quest, qui va me permettre notamment de vérifier les traductions de manière... Bon, je peux le vérifier aussi, bien sûr, j'ai des outils sur le web. Une thèse parue aux éditions Slatkin, Écriture et intériorité dans 4 romans de Robert Pinget, de Yoshinori Iwata. Les romans de Robert Pinget, Michel Praeger, Une écriture des possibles. Celui-là m'a un petit peu intrigué, donc j'avoue l'avoir, pour une autre raison, je l'ai ouvert, et c'est en fait, il y a une lettre préface de Rob Grillet, saluant Michel Praeger pour son travail, c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Et puis le 5e livre que j'ai emprunté autour du projet Pinget à ma BU, c'est en fait, car je ne l'ai pas, la traduction de All That Fall par Robert Pinget. J'en ai parlé hier. On sait que Beckett a traduit Pinget, notamment la Manivelle, hein, l'édition de la Manivelle aux éditions de Minuit étant bilingue, avec le texte français de Pinget et le texte anglais traduit de Beckett. Eh bien, on sait moins que Pinget lui-même a traduit Beckett, et d'ailleurs c'est un des commentaires sur la vidéo d'hier faisait remarquer ça. C'était Jérôme, je crois, qui avait fait remarquer ça, je ne vais pas dire de bêtises. Tac, de cette traduction de Beckett chez Minuit, tous ceux qui tombent évoqués dans la vidéo, et la dernière bande suivie de cendres, celui-là lu, mais sans m'être soucié alors du nom du traducteur. Donc voilà, j'ai déjà lancé une de ces pistes-là, c'est la relation particulière Pinget-Beckett. Et puisqu'on parle de relation particulière, celle entre Pinget et Beckett, j'étais au courant quand même, ça fait plus de 25 ans maintenant que je m'intéresse à Robert Pinget et que je m'intéresse aussi à Beckett, donc forcément j'ai croisé les deux. En revanche, en faisant 2-3 recherches secondaires, en n'arrivant pas à m'empêcher de lire autour de Pinget, dans les prémices, les balbutiements de ce projet, je suis tombé sur le très intéressant numéro 16 de la revue Fusée. Et en fait, ça a été un choc pour moi, parce que dans le numéro 16 de la revue Fusée, ça se trouve librement sur le web. La manière dont je l'ai trouvé, c'est tout simplement à travers l'article Wikipédia consacré à Robert Pinget, dans lequel ce numéro est cité. Et bien en fait, il y a des extraits d'une correspondance entre Robert Pinget et Jean Dubuffet. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a quelques années déjà, j'ai écrit une longue série de textes sur mon blog, une longue série de textes consacrés à Jean Dubuffet, qui était un autre de mes modèles pour le XXe siècle, un autre de mes grandes inspirations pour le XXe siècle, tant dans l'œuvre plastique que dans l'écriture, parce que les 4 recueils de textes de Jean Dubuffet, pour moi, appartiennent à ce que la littérature française a produit de meilleur. C'est vraiment magnifique. J'avais même caressé l'idée de rassembler ces divers textes autour de Dubuffet et d'en faire un livre. Bon, je ne l'ai jamais fait parce que je suis très velléitaire et qu'une fois que j'ai fait quelque chose, ce qui m'intéresse, c'est le projet suivant. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de faire un livre sur Dubuffet. Qui ça intéresserait, je veux dire, enfin venant de quelqu'un qui n'est pas du tout spécialiste de ces questions-là ou d'art contemporain. Mais enfin voilà, toujours est-il que, et alors là, moi je découvre ça, le fait qu'il y avait une admiration respective entre Dubuffet et Pinget. Et je lis juste parce que c'est extrêmement symptomatique. Cette vidéo va peut-être durer 20 minutes, c'est pas grave. Les suivantes aussi peut-être, je sais pas. Bon voilà, je parle, je mets de toute façon à chaque fois un minutage, une sorte de chapitrage qui permet à celles et ceux qui n'ont pas envie de se taper 15 minutes ou 20 minutes d'un coup, de piocher, de zapper. Donc je termine la deuxième partie de cette 3e vidéo en citant les 2 premières lettres échangées par Pinget et Dubuffet. Robert Pinget à Jean Dubuffet, Paris, 23 janvier 1978, 4 rue de l'Université. Cher monsieur, en lisant le dernier numéro de la revue Minuit, j'ai été très ému d'apprendre que vous aimiez mon travail. Il y a là pour moi quelque chose de merveilleux, car chaque fois que je me trouve soit dans un musée, soit dans une galerie, soit à une exposition devant un Dubuffet, j'ai le cœur content. Je ne sais si j'ose profiter de ce petit miracle pour vous demander de vous rencontrer. Ne serait-ce que quelques minutes, car ma conversation n'est pas brillante. Il m'intéresserait beaucoup aussi de voir les projets et maquettes du salon d'été, mais vous devez être bien sollicité. Vous parlez en tout cas de ce scandale dans l'interview avec une retenue admirable. Quant au bal des leurs, c'est de la vraie poésie, et dans l'esprit que nous aimons, quelle maîtrise, quelle grâce, que de trouvailles en cette chanson des grenouilles de l'été. Mais je suis certainement indigne de faire l'éloge d'une personnalité comme la vôtre. Sachez seulement l'extrême plaisir que vous m'avez fait en mentionnant mon travail,
avec l'espoir de ne pas vous paraître importun, je vous prie, cher monsieur, de croire à mes sentiments d'admiration sincère. Et je recontextualise en expliquant, je suis bien en train de lire une lettre que Robert Pinget a écrite à Dubuffet en 1978. Pinget, il a 30 ans de carrière derrière lui, il a eu le Fémina pour quelqu'un, c'est un écrivain très important, hein, je veux dire, qui écrit à Dubuffet. Et Dubuffet lui répond quasiment par retour du courrier le 27 janvier, et bien entendu, cher monsieur Robert Pinget, vous vous adressez à moi dans une forme qui est d'une modestie incroyable, proprement confondante. Moi j'ai trouvé cet échange de lettres hallucinant. C'est-à-dire qu'effectivement, Dubuffet, il lit ce que tout le monde s'attend à ce qu'il dise, à savoir, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette fausse modestie? C'est pas n'importe qui m'écrit. Pour sûr que j'affectionne et admire grandement votre œuvre, pour sûr que ce serait pour moi grande joie et grand honneur de vous rencontrer et de vous montrer, puisque vous en exprimez si aimablement le désir, la maquette de mon salon d'été de la régie Renault. Je vous propose de vous attendre chez moi, par exemple vendredi prochain, le 3 février à 14 h, d'où nous irions ensemble dans ma petite auto à la cartoucherie de Vincennes où se trouve la maquette. Mais si cette date ne vous convient pas, je vous prie d'en fixer vous-même n'importe quel autre pour le même scénario. J'ai parlé au Lindon de ces 4 journées que j'ai passées naguère enfermé dans une clinique de Barcelone, dans la seule compagnie de 2 de vos livres, et dont j'ai conservé un merveilleux souvenir. J'en ai lu d'autres par la suite avec le même émerveillement, et maintenant je les ai tous. Depuis quelques semaines sur ma table de chevet, je fais une cure, je prends un long bain Pinget. Vous m'avez fait un grand plaisir de m'adresser cette lettre, à vous, très vivement. Si j'avais découvert ces 2 premières... Alors, la correspondance continue, et bon, moi j'ai vraiment envie de lire tout ça. Enfin, bon. Si j'avais découvert cette correspondance, ou ce début de correspondance entre Pinget et Dubuffet plus tôt, j'aurais peut-être appelé mon projet Pinget un long bain Pinget, parce que c'est absolument ça. Dubuffet, le 27 janvier, écrivait à Robert Pinget qu'il prenait un long bain Pinget. Eh bien, moi, c'est ce que je m'apprête à faire. I have taken the plunge. Je me suis lancé dans ce projet et on va barboter tous ensemble dans ce projet. Un long bain Pinget. Bien, j'en viens au dernier point de ma vidéo, mais il ne sera pas court, j'en ai bien peur. J'ai déjà parlé 12 minutes et je m'en excuse. Le dernier point, c'était celui que je m'étais promis d'évacuer pour ne plus avoir à faire des parenthèses ou des digressions difficilement compréhensibles. C'est le caractère autobiographique, c'est-à-dire comment j'ai découvert Pinget, pourquoi son œuvre a compté pour moi, et ce qui peut permettre d'expliquer pourquoi actuellement ce que je m'apprête à faire, c'est une retraversée. Si on file un peu la métaphore nautique, un long bain Pinget, oui, c'est pas le premier bain que je prends. Donc voilà, on va reprendre Pinget. Alors, très brièvement, Pinget, moi j'ai découvert son nom, je pense en 90 ou en 91, je lisais le magazine littéraire, je m'intéressais aux auteurs Minuit, au catalogue des éditions de Minuit, et donc forcément, j'étais tombé, je crois, à l'époque sur Dunaire, qui a dû sortir en 89 ou en 90. J'avais vu annoncer donc l'apparition d'un nouveau livre de Robert Pinget, puis j'avais jeté un œil, je m'étais dit, tiens, c'est un auteur qui est classé avec le nouveau roman, et dont on ne nous parlait jamais au lycée, et dont on ne nous parlait d'ailleurs pas plus après en Hippocagne-Cagne. Au début de mon Hippocagne, à Bordeaux, année universitaire, année scolaire 1991-1992, au début, j'achète dès sa sortie Théo ou le Temps Neuf, le tout nouveau Pinget que je vois à la machine à lire à Bordeaux. Je l'achète, je le lis et c'est un choc. Je lis juste le premier paragraphe parce que c'est les 3 premières lignes que j'ai lues de Robert Pinget. Parce que le feu s'éteint, regarde, à quoi penses-tu? L'enfant relève le nez de son livre, il dit « J'ai pas vu, j'y vais ». Voilà, ça c'est le début de Théo ou le Temps Neuf, qui est un des tomes des carnets de Monsieur Songe, et qui est, à peu de choses près, je pense, le dernier livre publié par Pinget de son vivant. Il était malade, donc je pense qu'il a publié très peu sur les dernières années. Très vite, je tombe chez un bouquiniste, cette fois-ci un bouquiniste de la rue Sainte-Catherine, je crois qu'il s'appelait Guillaume, je crois, de son nom de famille. C'était un monsieur assez bizarre, et sa femme était encore plus bizarre parce qu'elle n'arrêtait pas de le critiquer son mari, ou de critiquer les choix de son mari, parce que son mari en fait vendait un certain nombre d'auteurs assez réacs, assez conservateurs, voire limite pétainiste et tout ça. Et donc voilà, et donc c'était un personnage assez particulier. C'était sur la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, côté place de la Victoire, et il vendait quoi? Il vendait évidemment l'Inquisitoire, un des livres les plus connus, les plus vendus de Robert Pinget, repris en 10-18 très tôt, avec Pinget sur la couverture, et donc j'achète ça pour 20 francs à l'époque. 3 € d'aujourd'hui, mais enfin je pense que 20 francs de l'époque c'est plutôt 5 ou 6 € de maintenant. Donc je mets la main à la poche, je sors mon billet de 20 francs, car il y avait des billets de 20 francs, et j'achète l'Inquisitoire, que je lis en 2 jours, en prenant du retard dans une disserte de philo d'ailleurs,
Et c'est, bon, alors comme je n'aime pas du tout qu'on dise ça, c'est une claque, mais enfin là, en l'occurrence, c'est vrai que, plus encore qu'avec Théo ou Le Temps Neuf, j'ai vraiment, en lisant l'Inquisitoire, je me suis dit, il se passait vraiment quelque chose de très frappant. Alors ensuite, comme c'est l'Hippocagne, la Cagne, etc., je n'ai pas le temps de lire des dizaines et des dizaines de Pingé dans les mois qui suivent, mais enfin j'en lis quelques-uns, je me souviens plus très bien comment ça se passe. Ce qui est sûr, c'est que, à peine un an plus tard, ma compagne, désormais mon épouse, m'offre en juin 1993 le fiston de Robert Pingé. Et ça, je me souviens très précisément de ce cadeau-là, parce que donc ça fait à ce moment-là, non, je dis des bêtises, c'est en juin 93, pardon. Donc ça fait, on va dire, 1 an et demi que j'ai découvert Pingé, et à ce moment-là, donc, elle m'offre le fiston, et entre-temps, en 1 an et demi, j'en ai lu quand même un certain nombre. Le fiston, c'est vraiment pas un des premiers Pingé que j'ai lu. Donc ça veut dire que quand même, en Hippocagne-Cagne, je réussis régulièrement à garder du temps pour lire un tel ou un tel, en dehors des programmes d'Hippocagne-Cagne, et donc Pingé notamment. Donc ça veut dire que j'ai continué quand même pas mal à lire Pingé. Voilà comment s'est fait la rencontre avec Robert Pingé, et la raison pour laquelle l'Inquisitoire est une claque, je reprends et j'assume volontairement cette métaphore qui m'agace moi-même le plus souvent, c'est parce que, eh bien, la forme, j'aurai l'occasion d'en reparler quand on parlera de l'Inquisitoire, quand je vais relire l'Inquisitoire. D'ailleurs, une des questions que je me demande, c'est vais-je réussir à relire l'Inquisitoire? Parce que c'est un livre qui est à la fois extrêmement dense, extrêmement dur, et qui est un livre qui repose énormément sur l'effet de surprise par accumulation. Donc peut-être que le relire plus de 20 ans, 25 ans plus tard, en sachant un peu comment ça finit et quel est le ressort rhétorique, c'est peut-être un peu plus difficile. Ça va faire partie des gageures un peu de ce projet aussi, c'est qu'il y a certains Robert Pingé qui sont peut-être difficiles à relire. Certains, aucun problème, là je suis en train de relire Entre Fantoine et Agappa, c'est un vrai bonheur, mais peut-être qu'il y a certains livres majeurs de Pingé qui sont plus difficiles à relire. Ben, ça peut faire partie des questions qui sont posées par le projet et auxquelles je tenterai de répondre. Donc voilà comment un peu s'est fait cette rencontre avec Pingé. Ça veut dire que pendant mes années, j'ai appelé ça de manière un peu humoristique dans le premier billet de blog, les années de formation. Pendant mes années de formation, c'est-à-dire mes années d'études, finalement, Hippocagne-Cagne, Normal Sup, j'ai lu énormément de Pingé, parce que c'était un auteur qui comptait énormément pour moi. Je pense qu'il a compté aussi énormément pour moi, en partie par esprit de contradiction, à savoir que, de toute évidence, évidemment, les essais de Butor, les romans de Robe Grillet, etc., étaient très importants dans la formation de prépa, et Pingé n'existait pas. Et moi je ne comprenais pas pourquoi, enfin je continue de ne pas comprendre pourquoi, parce que je le mets vraiment au même niveau pour moi que Sarraute, Duras, je le mets plus haut en fait, hein, nettement plus haut que Duras ou Robe Grillet. Donc ça m'intriguait un petit peu. D'ailleurs, je me rappelle que j'ai passé une bonne partie de mes années de Cagne, je crois même dans les dissertations de français du concours de la rue d'Ulm, j'ai cité l'incipit de l'Inquisitoire, oui ou non répondez, parce que voilà, c'était très très pertinent, puis ça permettait de démontrer un très grand nombre de choses quant au fonctionnement discursif en littérature. Bien, donc voilà, les années de formation marquées notamment par Robert Pingé, hein, je pourrais parler de plein d'autres écrivains, mais là on est dans le projet Pingé. Une fois à Normal Sup, en 94-95, lors de ma première année à Normal Sup à la rue d'Ulm, je me décide à refaire du théâtre. J'avais mis en suspens les activités dramatiques pendant les années de prépa, parce que j'avais fait du théâtre à Dax pendant mes années de lycée, à la compagnie du Trou de Serrure, sous la direction de José Manuel González, que je salue si un jour il regarde cette vidéo. Mais on est encore en contact sur Facebook, on a renoué par Facebook. Et je décide de mettre en scène Architruc. Donc à ce moment-là, je me remets à lire. J'avais lu beaucoup de romans de Pingé, de récits de Pingé, et je lis beaucoup plus son théâtre cette année-là. Et donc je décide de mettre en scène Architruc, et je mets en scène Architruc. C'est pour ça que mon exemplaire d'Architruc, c'est un de mes Pingé les plus abîmés, et puis c'est mon seul Pingé vraiment annoté, il y a des gribouillis partout. Pourquoi? Parce que c'est des annotations de mise en scène. Metteur en scène, je mets en scène Architruc, je joue le rôle du roi lui-même, d'Architruc. Avec Axel Rabourdin dans le rôle de Baga, et Héloïse Lièvre dans le rôle du cuisinier. Dans Architruc, il y a à la fin la mort. Mais une note de la SACEM, de la SACD, pardon, qu'est-ce que je dis, de la SACD, nous précise que en fait, Robert Pingé veut modifier ça, qu'il ne faut plus qu'il y ait la mort.
Bon, ça m'arrange plutôt en fait. Voilà, on met en scène Architruc, les représentations ont lieu début mai 1995 dans la salle du SAN, à l'école normale supérieure, et ça reste un très bon souvenir pour moi d'avoir mis ça en scène. C'était pas génial, hein, je veux dire, moi je suis pas un très bon acteur ni un très bon metteur en scène, mais c'est un très bon souvenir. Voilà, donc ça vous donne, ça fixe un peu le cadre, pourquoi et comment Pinget a beaucoup compté pendant 4 ou 5 ans, et puis a continué de m'accompagner. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses avec la suivante. A bientôt.